Donc je vais associer à ma présentation ma collègue Emmanuelle Casse-Guillot, parce que c'est elle qui est la coordinatrice de ce projet, et puis mon ami et collègue Serge Herbert qui dirige un laboratoire. C'est grâce à eux que vraiment je peux vous parler aujourd'hui. Je tiens absolument à les associer. Donc l'étude de l'unité de santé, très rapidement, donc elle est conduite par mes collègues épidémiologistes de la nutrition à l'université Paris 13 à côté de Paris, qui est une unité mixte entre l'INSERM, l'INRA et l'université. Donc c'est une étude qui a été montée sur des adultes volontaires, donc qui ont tous 18 ans. En gros, la moyenne tourne autour de 45 ans dans l'étude. On a prévu de travailler au moins pendant 10 ans en fait. Au début c'était 5 ans, maintenant on en est déjà à plus de 5 ans pour un certain nombre de gens. Donc tout est géré par des questionnaires via Internet, via une interface dédiée, sécurisée et confidentialisée bien sûr, agréée par la CNIL. Et donc on en est à environ 252 000 adultes aujourd'hui qui sont enregistrés dans la base de données, pour lesquels on a des données soit totales, soit partielles. Et donc en fait, c'est par le biais de questionnaires extrêmement précis et documentés qu'on recueille toutes les données qui concernent ces personnes. Donc aussi bien sur tout ce qui concerne leurs caractéristiques socio-économiques, leur comportement en général, leur mode de vie, leur activité physique, leurs données de taille, de poids et de tension. Et puis on enregistre de façon très précise, au moins une fois par an, quand c'est pas deux, sur 3 jours consécutifs, de façon hyper détaillée, tout ce que les gens mangent, boivent pendant une journée. Je suppose que dans la salle, il y a des participants à l'étude du carnet de santé. Non? Ah, il y en a quelques-uns, pas très nombreux, je vous recommande. Il n'est pas trop tard, il faut bien faire. Voilà, et donc en plus de ces données donc, recueillies par questionnaire, on a aussi sur 20 000 personnes, pour des raisons budgétaires, on n'a pas pu faire plus. On a des échantillons de sang, d'urine qui sont dans l'azote liquide, à moins de 180, qui attendent les analyses. Avec des mesures aussi de prise de tension artérielle pour avoir des données très très fiables. Donc en fait l'étude a commencé en 2009, où donc les premiers volontaires ont été enregistrés, et assez rapidement on a fait un premier questionnaire un peu simple, avec une question du genre est-ce que vous mangez bio, jamais, occasionnellement ou très souvent. Ça nous a quand même permis de travailler et de faire une première publication scientifique en 2013 qui a été la première grande publication sur ces données, je vais vous la résumer. Et puis après on a continué et du coup comme on a été complètement scotché parce qu'on a observé avec ce premier questionnaire et on s'est dit là il faut vraiment changer de dimension. Donc on a monté un énorme projet pluridisciplinaire et on a eu la chance qu'il soit financé par l'Agence nationale de la recherche. Donc on a vraiment pu travailler très dur et on continue toujours sur la lancée. Et donc on a publié comme ça, on en est à notre 9e publication scientifique dans des revues internationales. Et c'est du coup la plus grande étude au monde sur les consommateurs bio, et de très très loin parce qu'il n'y a quasiment pas d'équivalent au monde. Hélas. Voilà, donc c'est un projet très pluridisciplinaire qui associe des nutritionnistes, donc des épidémiologistes bien sûr, des agronomes, tout l'aspect relation avec l'agriculture et impact environnemental, des toxicologues pour tout l'aspect contamination par les pesticides, des partenaires du monde de l'agriculture biologique, l'ITAB et l'association de consommateurs, bioconsommateurs. Et donc, tous réunis, on a réussi à faire pas mal de choses. Donc, je vais vous résumer ça. Donc, notre première étude qui a été publiée en 2013, elle a quand même porté sur 54 300 personnes. Oui, c'est la taille des grandes cohortes américaines qui ont alimenté les connaissances sur les relations alimentation et santé depuis 30 ans. Les 2 grandes cohortes américaines, elles font 70 000 personnes. Donc c'est comme ça qu'on a effectivement découvert que dans les consommateurs biotypiques, ils ont un niveau d'éducation élevé, mais ils n'ont pas forcément des revenus beaucoup plus élevés que ceux qui ne mangent pas bio. Ils ont clairement un meilleur profil alimentaire, je vais y revenir, avec de meilleurs apports en nutriments et en fibres. Que du coup, ils respectent mieux les recommandations officielles du programme national de nutrition de santé, et qu'en plus, ils ont en gros moitié moins de risque d'être en surpoids ou obèses, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc vous voyez que pour des premiers résultats, ça commençait à parler. Donc si je vous résume en fait les grosses différences de consommation, parce que au-delà du fait que les consommateurs réguliers de produits bio, ils mangent des produits bio, ils ne mangent pas du tout comme les gens qui ne mangent pas bio.
Ils mangent en gros 20 à 30% de plus de fruits, 30% de plus de légumes, 50 à 85% de plus de légumes secs, 40% de plus d'huile végétale, entre 1,5 fois et 2 fois et demi plus de céréales complètes, et entre 3 et 4 fois plus de noix, amandes, de noisettes. À l'inverse, ces consommateurs réguliers bio, ils mangent 30 à 40% de moins de boissons sucrées, 20% de moins de boissons alcoolisées, 30% de moins de produits animaux à base de viande et de charcuterie, 40% de moins de lait et produits laitiers et 25% de moins de fast-food. Vous voyez qu'ils sont très très différents du consommateur français moyen qui mange pas bien. Si on calcule avec notre base de données qu'est-ce que ça leur apporte en nutriments par jour, on s'aperçoit que ça apporte 12% de plus d'acides gras polyinsaturés, 20% de plus d'acides gras polyinsaturés de la famille oméga 3, les fameux acides gras de poisson, dont on est très déficitaire. Du bêta-carotène, c'est la provitamine A, plus 30%. Vitamine B9, c'est l'acide folique dont beaucoup de femmes sont carencées, plus 17%. Vitamine C, plus 10%. Vitamine E, plus 10%. Fer et magnésium, plus 20%. Fibres, plus 30%. Et puis, par contre, à l'inverse, moins d'alcool et moins de cholestérol. Donc là aussi, vous voyez que ça a un bénéfice santé important qui ne tient pas compte du fait que certains aliments, que les aliments bio peuvent être plus riches que les aliments conventionnels et certains nutriments. Parce que nous, on n'a qu'une base de données qui est basée sur les aliments conventionnels. Par exemple, pour les acides gras oméga 3, il y en a une fois. Il y en a 50% de plus dans les produits laitiers et dans la viande. Il faudrait les rajouter aux 20% que je vous ai donné. Donc sur cette lancée-là, comme je vous l'ai dit, on a voulu faire beaucoup mieux, et puis comme on a eu les moyens pour le faire, on ne s'est pas privé. Donc on a fait deux autres questionnaires beaucoup plus précis qui nous ont permis d'aller beaucoup plus en avant. Donc à la fois sur tout ce qui tourne autour de la consommation, et puis au lieu de simplement avoir 3 catégories de consommation de bio, on en a 5. Qui vont, en gros, qui font 0, 25%, 50%, 75% et 100% de la consommation totale. Donc on se retrouve donc avec un échantillon, donc ce qu'on fait, c'est qu'on a plus de femmes que d'hommes dans la cohorte, mais on peut faire des redressements basés sur les données de l'INSEE. C'est-à-dire qu'on normalise notre cohorte qui est un peu disproportionnée, parce qu'il y a trop de femmes par rapport aux hommes, on la normalise par rapport à la population française. Du coup, les données sont représentatives de la population française. Avec un âge moyen de 48 ans, 25% ont un niveau d'éducation supérieur au bac. Et encore, ce qu'on a retrouvé, c'est que effectivement, les consommateurs, les plus gros consommateurs de bio, ce sont des femmes qui sont plus éduquées que les autres, qui fument moins, qui sont plus actifs physiquement. Et là aussi, on n'a pas mis en évidence clairement une relation directe avec le revenu. Dans cette population, en gros, on a 60% de gens qui mangent occasionnellement bio. On en a environ 15% qui mangent jamais bio. Et on en a autour de 25% qui mangent très bio. Très très bio. C'est-à-dire au-dessus de 50% de leur alimentation qui est basée sur les produits bio. Alors pour revenir un peu à ce qui a déjà été dit par ma collègue, donc en fait on a pu identifier qu'il y avait en gros 5 catégories de consommateurs bio dans notre cohorte. De consommateurs, deux types de consommateurs habituels, conventionnels, qui mangent beaucoup de produits animaux, beaucoup plus que les autres. Certains mangent en partie des produits bio, mais ils sont surtout intéressés par la bonne bouffe à la française, si on peut dire que c'est de la bonne bouffe, mais bon, c'est ce qui était considéré jusqu'à maintenant comme de la bonne bouffe. Et puis on a 3 catégories de consommateurs bio. Je dirais ce qu'on a appelé les mangeurs bio standards, c'est-à-dire que c'est ce que je viens de vous présenter, des gens qui mangent nettement plus végétal que ceux qui ne mangent pas bio. On a les acharnés de la bio qui mangent, c'est le groupe le plus mangeur de bio, donc chez lesquels on trouve beaucoup de végétariens, voire de véganes, qui sont vraiment les plus, en termes d'attitude, les plus, disons, écolos. Et puis il y a une troisième catégorie de gens qui sont un peu intermédiaires, en fait ils mangent une partie de leur alimentation bio, mais ils ont un type d'alimentation qui est beaucoup plus traditionnel, donc beaucoup moins végétal que la majorité des consommateurs bio. Donc ça montre simplement qu'il y a une certaine hétérogénéité, c'est pas surprenant, tout le monde n'a pas la même histoire, la même démarche et le même environnement. Ceci dit,
en majorité, on a un profil alimentaire très différent chez les consommateurs bio. Donc c'est ce que vous avez sur la... En fait, on a pu faire donc 5 catégories différentes de consommateurs, entre ceux qui ne consomment jamais bio et ceux qui consomment le plus bio. Ceux qui consomment le plus bio, en moyenne, ils sont autour de 70% en moyenne. 70% de leurs aliments qui sont bio. Et donc, plus on va vers, on consomme du bio, on retrouve ce qu'on avait déjà trouvé, c'est-à-dire que moins on consomme de viande et de dérivés de la viande, moins on consomme de produits laitiers. Par contre, il n'y a pas de différence pour la consommation d'œufs ou de poissons. Pour les produits végétaux, on a retrouvé avec plus de finesse ce qu'on avait déjà observé. C'est-à-dire que plus on mange bio, plus on consomme de fruits, de légumes secs, de céréales, pas de céréales totales, mais de céréales raffinées, clairement, et un peu plus de jus de fruits. Donc clairement, le consommateur bio se caractérise par une alimentation beaucoup plus végétale et beaucoup moins basée sur les produits animaux. Et avec des aliments beaucoup moins raffinés. Ce travail, on l'a fait là sur 28 000 personnes. Si on calcule avec des scores de qualité alimentaire ce que ça donne, ben on voit que plus les gens consomment bio, plus la qualité de leur alimentation est bonne, avec 2 indicateurs différents, avec des différences significatives. Donc la conclusion, ben, c'est plus on mange bio en France aujourd'hui, meilleure est la qualité de son alimentation et mieux on respecte les recommandations du programme national de santé. Après, on est passé à des données, je vous résume, hein, vous l'avez compris, parce que sinon on pourrait passer beaucoup plus de temps. Donc sur les aspects, disons, santé. Donc je vais vous présenter des résultats. Une partie ont déjà été publiés, les autres ne sont pas encore publiés, donc ce sera encore plus résumé, parce qu'on n'a pas l'habitude de présenter de façon détaillée nos résultats, parce qu'ils ne sont pas encore publiés dans des revues scientifiques. Donc je vous avais dit tout à l'heure, on avait observé avec le premier questionnaire qu'en gros, chez les consommateurs très bio, on avait moitié moins de probabilité de surpoids et d'obésité. Donc évidemment là, avec nos données encore plus précises, on a refait ce genre d'approche, mais on l'a fait de façon prospective. C'est-à-dire que tout à l'heure, c'était une association, on regardait chez les gens qui mangent le plus bio, quels étaient leurs taux de surpoids ou d'obésité, et on les comparait à ceux qui mangeaient jamais bio. Là, en fait, les gens, on les suit dans le temps. On regarde à un moment donné ce que les gens mangent, plus ou moins bio, de 0 à 70%, et puis on attend. Et là, on a pu attendre 3,1 années en moyenne. Et on regarde 3,1 années après, en moyenne, si les gens ont pris du poids, s'ils sont devenus un surpoids, s'ils sont devenus obèses. Donc là, on a une relation de cause à effet entre le fait de manger bio ou pas et le fait de prendre du poids et de devenir un surpoids obèse. Ce n'est pas une association, c'est une relation de cause à effet. Le résultat, il est clair, c'est qu'en 3 ans, ce qui est très court, hein, on l'accorderait, on a été, nous, très surpris par les résultats, je vous avoue, parce qu'en 3 ans, on n'était pas du tout sûr de voir quelque chose. Mais on a vu, non seulement on a vu quelque chose, mais avec des différences très significatives. La prise de poids est plus faible chez ceux qui mangent très bio, et puis c'est linéaire en fonction du taux de bio dans l'alimentation. Plus les gens mangent bio, plus ça descend. Donc moins de prise de poids sur 3 ans, 23% de moins de risque de devenir un surpoids, et 31% de moins de risque de devenir obèse. Tout en prenant en compte tous les autres facteurs de variation, comme tout ce qui peut différencier ceux qui mangent très bio de ceux qui ne mangent pas bio, c'est-à-dire l'activité physique, le tabagisme, le niveau d'éducation, l'apport en énergie, le tabagisme, tous les facteurs que nous, on a dans notre base de données, on les prend en compte dans nos modèles statistiques pour isoler le facteur manger bio ou pas bio. Et tout en faisant ça, on a ces différences-là. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres facteurs, y compris la qualité de l'alimentation. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres facteurs que nous, on n'a pas encore déterminés, qui jouent un rôle très important. Ça ne veut pas dire que les autres ne jouent pas un rôle important, mais ceux-là, il y a des facteurs là, liés au fait de manger bio, qu'on n'a pas encore identifiés, et qui jouent un rôle important. Donc clairement, cette étude, publiée en 2017, elle est récente, la conclusion c'est que plus on mange bio, moins on a de chances de devenir un surpoids et obèse. Deuxième étude, c'est sur le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est l'étape entre l'obésité et le diabète de type 2. C'est un facteur majeur de risque cardiovasculaire. En gros, c'est des gens qui ont un syndrome métabolique, ils ont 16 fois plus de risque d'avoir une pathologie cardiovasculaire. Donc, le syndrome métabolique, c'est une association chez la même personne de plusieurs facteurs de risque. Donc, c'est être obèse, et en particulier avoir un tour de taille trop élevé, d'avoir trop de lipides dans le sang, trop de mauvais cholestérol, de l'hypertension et un taux de sucre, de la glycémie un peu trop élevé.
quand vous avez tout ça, vous avez un syndrome métabolique, c'est une définition internationale. Donc on a travaillé sur plus de 8000 personnes, parce que là il faut avoir des analyses sanguines, c'est là que les analyses ont servi, vous voyez. Donc évidemment ça réduit beaucoup la population, puisqu'au total on n'en a que 20 000. Avec un âge moyen de 58 ans, c'est le bon âge pour commencer à avoir des gros problèmes de santé. Et là aussi, donc, évidemment, on a fait tous les ajustements qu'on a pu faire à partir de tous les paramètres qui peuvent différencier les consommateurs bio et pas bio, hein, comme tous les gens sérieux qui font de l'épidémiologie. Le résultat, c'est que ceux qui consomment le plus bio, là, dans ce groupe-là, les gens ont 62% de leur alimentation qui est basée sur les produits bio, comparé à ceux qui ne mangent jamais bio. On a une réduction de 31% du risque d'avoir un syndrome métabolique lorsqu'on mange très bio, par comparaison à ceux qui ne mangent jamais bio. Ce qui est aussi là une différence extrêmement importante qu'on a publiée dans la plus grande revue de nutrition européenne. Les dernières données que je vais vous fournir, elles concernent les cancers. Elles ne sont pas encore publiées, elles sont soumises pour publication dans les plus grandes revues médicales américaines. Et elles ont été présentées au Congrès national de nutrition français en décembre. Donc on a pu travailler sur 70 200 personnes. Avec un âge moyen de 44 ans, et on a pu suivre donc déjà, c'est du prospectif aussi, donc c'est des relations de cause à effet qu'on détermine, après 4,6 années de suivi. Donc il y a des gens qui mangent bio ou pas, on atteint 4,6 ans, et on regarde le nombre de cancers qui se sont développés en fonction de la consommation bio. Si on prend tous les cancers réunis, c'est-à-dire 8 types de cancers différents, parmi les plus classiques bien sûr, et les plus importants, chez ceux qui mangent le plus bio, on a une diminution de 25% du risque total de développer un cancer en 4,6 ans. Ce qui est une différence monumentale sur un temps aussi court. Alors évidemment, on a regardé de façon beaucoup plus détaillée par type de cancer, parce qu'on sait très bien que le cancer, c'est une grande famille et que selon les cancers, les mécanismes moléculaires qui sont derrière ne sont pas forcément les mêmes, en tout cas ils ne sont pas forcément identiques. Et que donc il faut regarder cancer par cancer parce que chaque organe est un organe différent de l'autre et que les choses ne sont pas si simples, bien sûr. Et donc on a trouvé 3 types de cancers pour lesquels on a des différences extrêmement importantes. C'est le risque de développer un cancer du sein chez les femmes, bien sûr, post-ménopause. Diminution du risque de moins 34%. Risque de développer un lymphome, globalement, vous savez que les lymphomes aussi, il y a différents types de lymphomes. Lymphome, moins 86%. Et risque de développer un lymphome non-Hodgkin, qui est un des membres de la famille des lymphomes, moins 76%. Pour les autres cancers, soit on n'a pas de différence, soit on a des différences qui ne sont pas significatives sur le plan statistique, mais qui peuvent aller de pas de différence du tout à moins 37%. Pour ceux qui sont déjà à moins 37%, il suffit d'attendre encore un peu de temps et ça va devenir significatif, on le sait. Dans toutes les études, c'est comme ça. C'est parce qu'en fait, on n'a pas encore assez de cas, parce que c'est que 4,6 ans. Parce qu'il va y avoir, malheureusement, plus de cas dans les années à venir, c'est sûr que la différence va devenir significative. Donc oui, ce sont des résultats absolument impressionnants, même pour nous qui sommes chercheurs et qui sommes habitués, je peux vous dire que c'est rare de trouver des différences pareilles. Et il se trouve que pour les lymphomes, la seule autre étude faite dans le monde qui a été publiée en 2015 par des Anglais, sur beaucoup de femmes, c'est uniquement chez les femmes, mais avec un questionnaire sur le bio très rudimentaire, on va dire, comparé au nôtre. Le seul cancer qui diminue chez les consommatrices bio, donc dans cette étude, c'était les lymphomes, avec une diminution de moins 25%. Et dans les analyses faites par les scientifiques sur la relation entre pesticides et santé, la première pathologie liée aux pesticides, c'est les lymphomes, et en particulier les lymphomes non-Hodgkin. Vous dire si le poids de ces résultats est fort, parce qu'on a malheureusement suffisamment de données aujourd'hui pour considérer qu'il y a une très forte probabilité, ce qui veut dire un langage non scientifique qu'aujourd'hui on en est à gros sûr, que ce lien serait dû au fait aux pesticides, et comme par hasard, les consommateurs très bio, effectivement, ils sont beaucoup moins exposés aux pesticides que les autres.
on l'a mesuré aussi, et la diminution, elle est de moins de 80% d'exposition aux pesticides lorsqu'on mange bio. Donc, on l'a mesuré aussi, je n'ai pas le temps de vous montrer tous les résultats. On a fait deux autres blocs de résultats qui sont aussi soumis pour publication sur 28 000 personnes. On a calculé l'impact environnemental et sur les ressources de ce que consomme un consommateur bio comparé à ce que consomme un consommateur non bio. En allant de 0 au maximum, autour de 70%, toujours on a 5 catégories. Je vous donne les écarts entre les extrêmes. Pour ceux qui mangent très très bio, donc, ils nécessitent 23% de moins de surface de terre pour produire leur alimentation. 23% de moins de surface de terre pour produire l'alimentation des consommateurs très bio comparé à ceux qui mangent jamais bio. C'est en très grande partie dû au fait que c'est une alimentation plus végétale. On sait que ce sont les productions animales qui impactent au maximum l'utilisation des terres. Pour la consommation d'énergie pour produire leur alimentation, c'est moins de 25%. Moins de 25% de ressources utilisées énergétiques pour produire l'alimentation des consommateurs bio. Sur les émissions de gaz à effet de serre, on a une réduction de moins de 37%. Si on compare ce que consomme un consommateur bio comparé à un consommateur non bio. Donc vous voyez là aussi, ce sont des chiffres parlants, très forts, et on a pratiquement une diminution linéaire entre la catégorie qui ne mange jamais bio jusqu'à ceux qui mangent très bio. Donc ce n'est pas des résultats par hasard, parce qu'on a une relation quasiment dose-effet entre la quantité, la proportion d'aliments bio et l'effet. Dernière observation qu'on a faite, qui celle-là est un peu moins positive, mais tout ça, il faut regarder. On est là pour regarder la réalité en face. On a calculé le coût de l'alimentation, bio ou pas bio. C'est le coût du panier bio, puisqu'on a des données très précises sur les paniers bio, sur les paniers. Donc les données, elles sont essentiellement sur des données recueillies, parce qu'on a des bases de données, sur les grandes et moyennes surfaces et sur les magasins spécialisés. On en a beaucoup moins de données parce qu'il n'y a pas d'études suffisamment poussées qui a été faite sur tous les circuits courts, les paniers, les AMAP et tout ça. Donc en gros, les grandes et moyennes surfaces surtout et les magasins spécialisés, le surcoût du panier bio c'est plus 23%. Bon, ce qui à la fois n'est pas monstrueux, c'est pas non plus forcément négligeable pour des gens qui ont des revenus très limités. Pour, je dirais, 90% de la population, ce n'est pas forcément un problème, c'est plus une question de choix qu'un vrai problème. D'autant plus que si on calcule ce surcoût du panier bio, si on le rapporte au revenu total des familles, puisqu'on a les chiffres, c'est 5% de plus. Donc c'est pour ça que je me permets de dire, et on le voit bien dans les enquêtes, c'est vraiment une question de choix, consacrer plus 5% de son budget disponible pour son alimentation, je pense que c'est franchement à la portée de presque toute la population, sauf effectivement ceux qui sont au RSA et au niveau du seuil de pauvreté, bien sûr. Mais ça ne concerne pas la majorité de la population française, qui, je pense, ne regarde pas quel est le surcoût, quelle est la place dans son budget de tous les gadgets technologiques qui nous entourent. Bon, on pourra en discuter, mais bon, voilà. Donc, pour conclure, globalement, vous voyez que dans les consommateurs très réguliers d'aliments bio, ils ont une alimentation nettement plus végétale, nettement moins raffinée, qui apporte plus de nutriments, sauf pour la vitamine B12, parce que vous savez que les régimes très végétaux, ils ont tendance à être suffisamment riches en vitamine B12, plus riches en fibres, plus proches des recommandations du Programme national de nutrition santé, et nettement moins contaminés par des pesticides. On vient de montrer donc, une alimentation qui a moins d'impact sur les ressources, terre, énergie, et d'impacts environnementaux, en particulier sur les gaz à effet de serre. Et ça s'accompagne d'un risque de surpoids et d'obésité réduit, et je vais vous les montrer aussi, de réduction du syndrome métabolique, donc un facteur de risque cardiovasculaire majeur, et un certain nombre de cancers. C'est effectivement une alimentation un petit peu plus chère, mais bon, il faut savoir si on veut avoir des agriculteurs, ou si on ne veut plus avoir d'agriculteurs. C'est la question centrale aujourd'hui du débat. Une des raisons importantes du surcoût du bio, c'est que les producteurs bio peuvent, je dirais, monnayer la qualité de leur production plus chère, ce qui est tout à fait normal, et que, effectivement, une étude de l'INSEE publiée il y a quelques semaines
vient de démontrer, c'est l'INSEE, c'est pas la FRAP, c'est l'INSEE, qui vient de démontrer, en comparant pour la production laitière, pour la viticulture et pour le maraîchage, que la rentabilité d'une exploitation bio est supérieure à la rentabilité d'une exploitation conventionnelle. Juste pour finir, pour faire un lien avec les approches globales qu'on essaie tous d'avoir et qui sont maintenant nécessaires, je vais vous lire la définition des alimentations durables qui a été élaborée en 2010 par la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui a pendant longtemps fortement soutenu un modèle agricole et alimentaire qui n'est pas celui que la majorité d'entre nous a choisi, qui a commencé sa révolution en 2010. J'ai participé à cette révolution avec grand plaisir. Ça a été lors d'un grand colloque organisé au siège de la FAO à Rome en 2010. Je vous lis la définition, vous allez voir qu'il y a plein de mots-clés. Ils étaient déjà écrits par Mathieu Poré, je pense, en 1975. Les alimentations durables sont des systèmes alimentaires à faible impact environnementaux qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des générations présentes et futures. Les alimentations durables sont protectrices et respectueuses de la biodiversité et des écosystèmes, sont acceptables culturellement, accessibles économiquement, équitables et abordables. Elles sont nutritionnellement correctes, sûres et saines, qui font appel aux ressources naturelles et humaines. Donc vous voyez que ce qu'on a décrit, nous, sur les consommateurs bio, ben, il y a beaucoup de mots-clés là qui rentrent tout à fait dans la définition des systèmes alimentaires durables de la FAO. Et donc maintenant, dans les rapports du système de l'ONU qui fleurissent sur ces sujets-là, on parle de plus en plus d'agroécologie, parce que bon, le terme bio il n'est pas encore rentré totalement dans les mœurs, mais le terme agroécologie, qui est un peu plus large et qui passe mieux pour le moment dans les grandes instances internationales, commence à apparaître dans pratiquement tous les rapports. Et l'ONU a annoncé la préparation pour 2019 d'un grand rapport sur l'agroécologie. Dire si les choses évoluent, les consommateurs consomment de plus en plus bio, mais au niveau des instances internationales aussi. Au niveau des états généraux d'alimentation, ça a été beaucoup discuté, beaucoup proposé. Il ne resterait plus que le ministre de l'Agriculture français prenne connaissance de ce qui est sorti des états généraux et veuille bien le mettre dans une loi, ce qui n'a pas l'air pour le moment de beaucoup le préoccuper. Voilà, et on pourra en discuter. Je vous remercie.